Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de langue. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, on va commencer par la base. Avant de vous claquer des constructions linguistiques tirées par les cheveux, on va commencer par la base. Qu'est-ce que la grammaire? Avec un plan en deux parties. Pourquoi apprendre la grammaire? Parce que oui, il faut apprendre la grammaire. Ouais, même si tu es dyslexique, même si c'est chiant, faut l'apprendre, je t'assure. Et dans un deuxième temps, d'où vient cette grammaire? Alors, c'est parti. Premièrement, pourquoi apprendre la grammaire? Déjà, c'est parler et écrire sans faute. Dans mon PowerPoint, peut-être qu'il manque certains petits mots, c'est parce qu'il fallait que tout tienne sous la vignette. Alors, la grammaire est l'ensemble des règles qui rendent une phrase correcte. C'est un ensemble de règles. Il n'y a pas juste une règle, c'est plusieurs règles assemblées. Elle a par exemple une application orthographique immédiate puisqu'elle gouverne les accords, masculin, féminin, pluriel, singulier. Lorsque nous hésitons sur le nombre d'un adjectif ou sur la terminaison d'un verbe, la grammaire vient à notre secours. Elle indique quels mots sont solidaires et donc unis par l'accord. C'est là où le problème existe chez les dyslexiques, c'est que la grammaire vient à notre secours automatiquement dans un cerveau non atteint par les cerveaux dyslexiques, dysorthographiques. Alors que chez un dyslexique, ça se fait pas automatiquement. Et là, il faut chercher un petit peu plus. Par exemple, on va prendre un exemple. Les hommes bâtissent la tour de Babel. Le sujet, les hommes, impose le pluriel du verbe bâtir. Bon, ça, c'est pour le français. Parce que dans certaines langues, notamment le chinois, les hommes, ça a déjà pluriel. Il n'y a pas besoin de s'emmerder à conjuguer le verbe. Peut-être qu'on parlera de chinois un peu plus tard. On parlera de chinoiserie dans quelques années. Communiquer. Voilà, pourquoi prendre la grammaire? Communiquer. Mais les règles grammaticales ne sont pas seulement pour une application pratique. Si nous ne nous entendions pas pour les respecter, chacun aurait sa grammaire personnelle, tout à fait différente de celle d'autrui et ne pourrait plus communiquer. En effet, la grammaire, les règles dans une langue permettent d'unifier cette langue et de pouvoir assurer la communication entre le plus grand nombre. C'est pour ça qu'un des grands travaux de centralisation de l'État français dans le 19e siècle a été de combattre les langues locales et d'imposer français, notamment par l'école, parce que ça posait des problèmes. Je tiens à vous rappeler que sous l'Ancien Régime, à Marseille, un mec qui venait de Versailles, il est obligé de demander à un traducteur pour avoir un pot dans sa chambre. Voilà. La grammaire est un trait d'union entre les hommes qui parlent la même langue. Et même, pour aller un peu plus loin, les langues qui sont un peu cousines, comme le français et l'espagnol, ont des ressemblances. Ça peut aider des fois, quand tu n'es pas un bon étudiant en langue, prendre une langue plutôt proche du français. Parce que en français, je vous donne un exemple. Je suis, en espagnol, c'est yo soy. Vous voyez, il y a une proximité. Ça permet un trait d'union. Mais au-delà, on passe d'autant plus facilement d'une langue à l'autre si on est capable de comparer une grammaire à une autre. Ce que je viens de faire là. Vous avez vu, j'ai un peu spoilé mon propos. Mais voilà. Vous voyez que les langues latines, sum, yo soy, je suis. Sum, c'est je suis en latin. Mais aussi, la grammaire, ça sert pour la chose que vous êtes en train d'écouter, c'est-à-dire un homme en train de s'exprimer sur la terrasse de son bâtiment. Il ne faut ni s'étonner ni regretter que la grammaire soit si compliquée et nuancée, puisqu'elle reflète la pensée des hommes qui, heureusement, n'est pas plus simple. Et encore, nuançons les propos. Quand je dis que la grammaire est compliquée, elle est compliquée si on ne s'y intéresse pas, si on ne rentre pas dans la profondeur de la langue, si on ne regarde pas ses mécaniques, le pourquoi du comment. Vous savez, la langue, les règles de langue surtout, c'est un peu comme une horloge. C'est vrai que tu vois l'horloge, tu fais « waouh, c'est compliqué ». Mais une fois que si tu démontes toutes les pièces, que tu comprends que l'utilité de chaque pièce, bon, ça va. Quoique partagée par tous, la grammaire est assez souple pour s'adapter à la personnalité de chacun, à chaque situation, chaque émotion, à chaque réflexion. Elle peut être extrêmement simple. Exemple incroyable, que cette tour est haute. Elle peut se compliquer pour suivre une pensée plus nuancée. Tout mythe est une histoire qui aide à résoudre les grandes énigmes de notre vie humaine et nous délivre des messages aussi profonds que éternels. Vous voyez un petit peu, on peut passer de la phrase simple, sujet, verbe, complément, à de la phrase complexe avec de la proposition subordonnée, ce qui permet de s'adapter et puis d'adapter par rapport à notre niveau. C'est pas grave, honnêtement, c'est pas grave de faire juste des phrases simples, pas de claquer des propositions subordonnées. Vous voyez, moi j'ai eu ma licence, j'écrivais tout au présent de narration, tout au style scientifique, c'est-à-dire avec le pronom nous.
ça ne m'a pas empêché de développer une réflexion, de développer des choses. J'ai simplifié à l'écrit pour éviter d'avoir des soucis, pour éviter d'être discriminé par rapport à mon handicap. Ça ne m'a pas empêché d'avoir ma licence. N'ayons pas peur de parler, n'ayons pas peur d'écrire. On va s'adapter, on va adapter le niveau. C'est pas grave, hein. Pas grave de faire des phrases simples. Certes, c'est pas glamour, certes, ça peut être un peu chiant, mais ça n'empêche pas de s'exprimer. Nous avons cette liberté, nous avons cette chance. La langue est souple. D'où vient la grammaire? La grammaire étudie la manière dont on parle, ce qu'on appelle l'usage, un usage à respecter. Et bien, cette grammaire, surtout la grammaire française, espagnole, italienne, vient du latin. En effet, les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, hein, même si, bon, on va casser un mythe, hein, les Gaulois, c'est des Celtes, c'est-à-dire une population d'Europe de l'Est qui a migré en Europe de l'Ouest et qui a trouvé sur les terres de la future France des conditions idéales. Là, parce qu'en France, on a plutôt un bon climat, les terres sont fertiles, on a beaucoup de rivières, beaucoup de fleuves. C'est bien pour faire de l'agriculture. Puis en plus, on a un lieu de passage entre l'Europe du Nord, l'Europe méditerranéenne. Ça va. Donc voilà, ça vient du latin. Le latin, après, qui a évolué progressivement dans les usages. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque mérovingienne ou carolingienne, les rois avaient des origines beaucoup plus germaniques, parlaient des langues beaucoup plus nordiques. Hein. Linguiquestae, waouh, j'ai eu du mal à le dire, a fait une très belle vidéo sur quelle langue parlait Charlemagne et qui vous expliquera bien mieux que moi parce que lui, c'est un linguiste de métier. Je tiens à lui rendre un hommage si aujourd'hui je fais cette émission, c'est parce qu'il m'a donné l'amour de la linguistique. Les Gaulois pratiquaient avec difficulté la langue de leurs vainqueurs. Ils commettaient des fautes de grammaire latine et c'est normal. En effet, le latin a été imposé sur énormément de territoires du fait de la Pax Romana et de l'Empire romain. Et chaque peuple a apporté quelque chose. Parce que la langue fait partie de la culture. Et dans la culture, il y a ce qu'on appelle le métissage. Et donc, chaque peuple qui est conquis apporte ses choses, apporte ses petites modifications. Et puis le latin qui était parlé en Gaule a été impacté par les Mérovingiens et les Carolingiens venant du peuple des peuples un peu plus nordiques qui eux aussi ont apporté des usages, des pratiques. On pense notamment à la révolution carolingienne, hein, qui a été une révolution culturelle. Hein. Et progressivement, ces fautes, hein, qu'on pourrait considérer comme des fautes, après, il aurait mieux valu que je mette des guillemets sur ces fautes, hein, c'est juste des adaptations au lieu. Hein. Toujours en sciences humaines, il y a le concept et il y a comment ça s'adapte sur ce lieu. Ils sont devenus petit à petit de nouvelles règles. Ces règles vont progressivement transformer le latin en une nouvelle langue, enfin transformer, enfin ça va donner progressivement les fautes qui existent plus le latin vont se percuter et ça va donner une langue, l'ancien français, qui va se perfectionner, qui va devenir le français. Et voilà. C'est là d'où vient la grammaire. C'est que les évolutions de l'histoire, les rencontres entre les différents peuples, les rencontres entre les différentes pratiques, hein, on le voit encore aujourd'hui, le français est une langue qui évolue encore énormément sous l'influence des Anglais, hein, notamment de l'impérialisme de l'anglais. On en fera peut-être une vidéo à un moment. C'est sous les influences de son empire colonial. Le français d'Abidjan, le français de Paris, le français de Genève, le français de Montréal, c'est pas du tout la même chose. Et donc, voilà, ces fautes, entre guillemets, sont répandues, donnent de nouvelles règles, de nouvelles pratiques. Pour revenir au latin, le latin distinguait par des terminaisons différentes 6 cas correspondant à différentes fonctions grammaticales. C'est pour ça que si vous n'êtes pas bon en langue, ça dépend. Si vous n'êtes pas bon en langue mais que vous aimez souffrir, je peux vous conseiller le latin. Si vous n'aimez pas souffrir, vous allez roter du sang. Le nominatif qui servira de sujet, le vocatif qui va être l'apostrophe, l'accusatif qui va être le complément d'objet, le génitif qui va être le complément du nom, le datif qui va être le complément d'objet second et l'ablatif qui va être le complément circonstanciel. Si tu arrives à comprendre ces 6 cas-là, tu peux faire du latin. Petite pensée à Science H qui a fait du latin et qui n'a pas compris ces 6 cas pendant 1 an. J'ai roté du sang. L'ancien français parlé au Moyen-Âge ne retient que 2 cas, le sujet et le cas objet. À la fin du Moyen-Âge, il ne reste plus rien des cas latins et la grammaire française était en place. L'usage avait fixé un ordre des mots, sujet, verbe, complément, et se servait des prépositions pour compenser la disparition des cas. Au XVIIe siècle, il y a le célèbre grammairien Vaugelas qui va travailler énormément sur la langue.
Ça va être vraiment un des gros travaux des rois de France, notamment à partir de François Ier. Ça va être de payer des gars pour réfléchir sur la peinture, sur l'art, sur les langues, sur les sciences. Et lui, il va faire un travail énorme. Il va y avoir la fondation de l'Académie française. Et tout cela va commencer déjà par une entrée en vigueur dans la cour du roi de France. Après, les courtisans vont copier cela. Et il va y avoir un effet de ruissellement. Il y a un truc qui se passe à la cour du roi de France. Après, les grandes personnes du royaume vont ramener ça dans leur terre locale, dans leur château local, dans leur seigneurie locale. Car il faut rappeler que la féodalité est restée à peu près en place jusqu'en 1789. Et après, ça reste chez les riches, puis après ça descend chez les moins riches, puis les pauvres, puis après c'est généralisé à tous. L'usage continuait d'évoluer. Certaines fautes d'aujourd'hui seront peut-être demain devenues correctes, si tout le monde les fait. Et puis encore, il y a certains usages, par exemple sur les temps. Les temps, voilà, on va parler des temps. Aujourd'hui, le passé simple, on s'en sert plus trop, on sert plus de l'imparfait ou du passé composé. Vous voyez, donc, à l'époque, on disait, faut le passé simple. Peut-être qu'aujourd'hui, on s'en sert moins. Avant, on disait, c'est obligatoire, autrement, c'est pas bien. Vous avez vu, maintenant, ça devient obligatoire. Vous voyez un petit peu, parce qu'il y a une évolution. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça met longtemps, par contre, la langue, elle change pas en 5 ans, elle change pas en 10 ans, c'est des pratiques, c'est des tendances longues. Faut regarder des livres des années 50, regarder les livres aujourd'hui, voir les évolutions dans l'usage des temps, des règles, des formulations, de comment on construit les phrases. Et il y a toute une logique à comprendre. La grammaire a aussi sa logique. Elle a toute sa logique, elle a toute une mécanique, je le répéterai. Le grec de l'Antiquité n'a cessé de progresser depuis. Et aujourd'hui, les Grecs de l'Antiquité ont énormément d'évolution. Les grammairiens travaillent sur ces langues et réfléchissent sur ces langues. Il y a la nature, la classe d'un mot et son identité. Voilà, ça définit l'identité d'un mot. Toute sa grammaire, toute sa construction, ça définit son identité. La fonction d'un mot désigne le rôle que joue le mot dans une phrase. Voilà, il a une nature, la classe d'un mot. C'est son identité. C'est ce qui fait de lui un verbe, c'est ce qui fait de lui d'un nom. Sa fonction d'un mot désigne le rôle qu'il joue dans une phrase. Soit les sujets, soit les compléments. Si les sujets, il est devant la scène. Si les compléments, il accompagne le sujet. Aujourd'hui, on enrichit ces analyses logiques et grammaticales. Et aujourd'hui, on a énormément de travail sur toutes les langues et c'est très intéressant de se plonger dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça ferait très plaisir. Plateforme de financement participatif, allez dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!